Ça va? Ça va bien, vous-même? Ouais, ça vient. Oui, bienvenue chez nous. Ouais, merci. Il n'y a pas de sonnette? Eh ben non, il y a pas de en fait, il y en avait une, mais elle fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. C'était, vous savez, les sonnettes là, Wi-Fi, là, que quand tu sonnes, ça déclenche un timbre à l'intérieur. Et ça rentre plus, ça fonctionne plus. Et ça fait longtemps en plus. Puis moi, je suis pas bricoleur du tout, du tout. Je suis nul en bricole. Alors, ça risque d'être comme ça pendant encore quelques mois. Désolé. Donc il faut frapper. Il faut frapper très fort, exactement. Et on finit par entendre. Patrick Sénécal, écrivain, est... Très fort. Oui, c'est ça. On aime frapper très fort, hein? Chez vous, dans vos livres aussi. C'est toujours très fort avec moi. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours très fort. Il faut y aller à fond. Crapaud fou. Okay. Alors, on y va? On va s'installer ici. Grande chambre. Oui, grande maison. On a fait des rénovations dernièrement. On a tout changé. On a tout agrandi. On est très contents. Qu'est-ce que vous avez eu pour votre petit déjeuner? Alors, comme d'habitude, je me suis fait deux toasts au beurre d'arachide, ce qui pour les Européens est une aberration, je sais. Les Européens n'aiment pas du tout le beurre d'arachide, alors qu'au Québec, ça marche beaucoup. Et j'ai eu un verre de jus d'orange. Je bois pas de café. Ah ouais, pas de café? Non. Pour un écrivain, c'est quand même assez... c'est une hérésie, hein. Parce que la plupart des écrivains boivent du café, écrivent en buvant du café. J'ai jamais bu de café de ma vie. Alors, et tant mieux, je suis assez intense comme ça, je suis assez paquet de nerfs, comme on dit au Québec, comme ça. J'ai pas besoin de café pour me monter la tension. Pas de café, pas de drogue non plus? Non, ben, de temps en temps, un petit joint, un petit pétard, mais pas tant que ça, non. L'alcool, je bois. J'aime bien la bière, j'aime bien le vin, des trucs comme ça. Mais pas en écrivant. En écrivant, je suis sobre. Clean. Ouais, j'ai déjà essayé d'écrire quelque chose alors que j'avais pris des champignons magiques, et j'avais essayé d'écrire. Et là, évidemment, quand tu prends ça, tu te sens waouh, tu sens que t'es le king, t'es génial. Et on était dans le bois, dans une cabane dans le bois, et j'avais trouvé une feuille de papier, un crayon, et je me suis mis à écrire, et là j'écrivais je suis électronique, parce que j'avais des hallucinations, je voyais comme en court-circuit. Et là, je me suis mis à écrire un truc, et le lendemain, quand je me suis réveillé vers 1h de l'après-midi, j'ai relu ça, j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai déchiré, j'ai jeté, c'était très, très, très mauvais. Alors, depuis ce temps-là, je n'écris plus rien sous influence. Crapaud fou, Cyril Desprats, Didier Rossa, Chloé Gagliardini et Nathalie Schauenberg. À la saison des amours, tous les crapauds se rendent dans les lieux prévus pour la reproduction. Pour ce faire, ils doivent traverser des routes et ont un très grand risque de se faire écraser. Les œnologues ont remarqué que dans chaque colonie de crapauds, il y avait un crapaud fou qui, en faisant à l'inverse des autres, pouvait éventuellement sauvegarder l'espèce. Ben, je trouve ça incroyable, ces histoires-là, parce qu'effectivement, on saura jamais pourquoi ce crapaud-là fait ça. Alors évidemment, il prend une allure d'original. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on peut voir toujours des symboles dans le règne animal et les appliquer à nous les humains. Mais oui, on a là un exemple de qu'est-ce que c'est qu'un original, qu'est-ce que c'est qu'un marginal, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui va à l'encontre du système, qui refuse de suivre. Mais en même temps, le fait qu'on sache pas pourquoi, c'est intéressant aussi, parce que je crois que dans la vraie vie, les originaux ou les rebelles savent pas toujours pourquoi. Des fois, c'est plus une pulsion. Je pense que quand on est jeune, ça peut être uniquement par souci d'originalité, pour se faire remarquer, par provocation. Mais au bout du compte, quand on se met à réfléchir, mais pourquoi je fais pas comme les autres, on se rend compte que c'est compliqué, parce que pas faire comme les autres, ça peut nous amener beaucoup de problèmes aussi. Ça enlève une forme de sécurité, en fait. Et je crois que souvent, on fait comme les autres pour être en sécurité, mais ça peut enlever une forme de sécurité de dire je vais faire un cavalier seul. Mais dans le cas du crapaud, ce qui est intéressant, c'est que ça lui sauve la vie. Alors, si on pense que c'est... je ramène ça à l'humain. Si l'humain dit, je vais faire comme tout le monde, je vais faire un boulot de 9 à 5, j'ai ramassé de l'argent, je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants, tout ça pour me faire un avenir sécuritaire. Dans les faits, c'est peut-être pas toujours vrai. Dans les faits, d'avoir été marginal, d'avoir été tout seul, d'avoir eu un travail complètement différent, sans sécurité, ça a peut-être créé une vie plus significative, alors que les gens, nos amis, qui parfois, pas toujours, faut pas non plus caricaturer, mais les gens qui ont suivi le système, parfois, même s'ils ont leur belle maison, leur sécurité de travail, leur famille, leurs enfants, parfois, ils sont névrosés parce qu'ils n'ont pas pu se développer là-dedans. Donc, le crapaud fou, finalement, peut-être que c'est pas clair pourquoi il le fait, mais la pulsion est plus forte que tout. Et je crois que même dans la vraie vie, les marginaux, il y a une question de pulsion. Vous auriez pu écrire cette histoire
Vous qui aimez raconter et écrire des histoires, est-ce que vous seriez intéressé aux crapauds fous ou bien au contraire, parce que vous aimez bien la littérature d'horreur et fantastique, vous seriez plutôt intéressé à la manière dont les crapauds se font écraser sur l'autoroute? Ah, c'est intéressant ça. Un peu des deux, j'imagine. En fait, moi, ce que j'aurais sûrement fait, si j'avais dû raconter cette histoire-là sous forme de roman, j'aurais montré comment le crapaud devient fou, comment le crapaud du troupeau finit par devenir fou. Alors là, scientifiquement, c'est peut-être pas ce qui se passe, peut-être que dès le départ, le crapaud fou est fou, mais moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir un crapaud qui, depuis plusieurs années, à chaque saison des amours, suit le troupeau, voit ses amis se faire frapper, se faire écraser, et ça le traumatise un peu. Et là, j'aurais pu avoir du plaisir à décrire l'écrasement en question. Mais éventuellement, ce qui m'aurait intéressé, c'est de montrer comment ce crapaud-là va finir par dire « ça suffit, je ne suis plus heureux dans ce système-là » et qu'est-ce qui l'amène à devenir fou. Et ça, dans mes romans, souvent, je montre comment des gens deviennent, bon, c'est pas toujours des marginaux sympathiques, des fois c'est des fous meurtriers, mais qu'est-ce qui les amène à devenir comme ça? Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé raconter sur la destruction des crapauds? Je pense que c'est l'impact psychologique. La scène d'horreur comme telle est intéressante, sans doute de décrire l'horreur, bon, le sang, tout ça, ça peut être intéressant, mais c'est intéressant surtout si elle a un impact sur quelqu'un. Alors, si dans le cas des crapauds qui se font écraser, ceux qui se font écraser peuvent évidemment pas vraiment témoigner, ils sont morts assez rapidement, ben c'est le futur crapaud fou, lui, l'impact psychologique que ça a sur lui, ça peut être intéressant. Sinon, une scène d'horreur pour une scène d'horreur qui n'a pas d'effet sur son environnement, je trouve que c'est du gore un peu gratuit, qui peut être rigolo, mais s'il n'y a pas un impact psychologique qui vient avec ça, je trouve ça beaucoup moins fort. C'est ce qui fait peur aussi, évidemment. Ben, c'est ce qui fait peur, parce qu'évidemment, on se dit toujours que ça peut nous arriver, parce que le crapaud fou en question aurait pu être dans ce groupe-là, ou dans le cas de mes romans, la personne qui est témoin d'un meurtre aurait pu être la victime. Souvent, dans mes romans, même, c'est quelqu'un qui va poser un geste violent alors qu'elle croyait 2-3 jours avant être incapable de poser ce geste-là. Donc, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à un moment donné à être plus capable et à poser des actes de violence? Donc, ça peut faire peur parce que tu peux avoir peur de toi-même aussi. Et moi, la personne qui découvre qu'elle est en train de devenir dangereuse, que la violence en elle peut monter, ça, c'est une facette de l'être humain qui me fascine dans plusieurs de mes romans. Vous êtes crapaud fou, Patrick Sénécal? Je sais pas, je pense qu'il faut se méfier de ça. Je pense que les vrais crapauds fous sont ceux qui le clament le moins. Je pense que je me méfie toujours des gens qui vont crier sur tous les toits, dans toutes les entrevues ou dans les parties, tout ça, qui vont dire « Ah, moi, je suis un marginal, moi, je rentre pas dans le système, moi, je suis tellement rebelle. » Je me méfie un peu de ça, parce qu'il me semble que quand tu veux trop afficher quelque chose, c'est parce que t'as trop besoin de le dire, ça cache un malaise ou une mauvaise interprétation de ce que tu es. Je pense que tu es marginal ou rebelle ou singulier un peu malgré toi. Et c'est souvent à travers certains gestes que, tiens, tu vas te rendre compte que, j'ai pas fait ça, moi, j'ai pas suivi ça. Et c'est souvent les autres qui vont le faire réaliser. Moi, surtout quand je vois des gens, tu sais, les fameux, je sais pas s'il y a ça en Europe, mais au Québec, il y a souvent, à tous les 5 ans ou 10 ans, il y a des retrouvailles des anciens collégiens, là, les anciens amis de l'école. Alors nous, à mon ancienne école, on se voit tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a une espèce de réunion. Moi, j'y vais à chaque fois. Et c'est souvent les autres. C'est quand je vois la vie des autres que je me rends compte, je suis vraiment pas comme ça. J'ai vraiment pas rentré. Pourtant, j'ai ma maison, j'ai réussi bien, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais la façon que je fonctionne dans cet environnement assez normatif, ça rentre pas comme les autres. Quand j'entends mes anciens collègues me parler de leur but, leur travail, leur vision de la vie, leur façon d'élever leurs enfants, leur façon d'être un couple, parce qu'on peut être un couple de toutes sortes de manières, on n'est pas obligé d'être un couple normal, entre guillemets. Et là, je suis pas en train de dire qu'ils ont tort, mais il y en a qui sont très heureux comme ça, et c'est parfait pour eux. Mais je me rends compte là que je suis un peu crapaud fou, là, que je suis pas le même système. Et même eux me disent, quand je leur parle de ma vie, tout ça, ils disent c'est fou, hein, t'es pas allé dans, tu fais une vie vraiment différente, tu fais autre chose, tu dois pas t'ennuyer. Ça, on me dit ça souvent. Tu dois pas t'ennuyer, hein, dans ta vie. Et ça, je me rends compte qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui suivent la norme, le risque en tout cas. Encore là, je ne veux pas juger. Il y a des gens qui sont très heureux là-dedans. Mais le risque de la norme, c'est l'ennui. Et j'ai écrit un roman, mon avant-dernier roman, qui s'appelle « Fin », parle de l'ennui, le quotidien. Parce que moi-même, à 50 ans presque, je me pose la question, est-ce que je risque moi aussi de tomber dans une certaine routine, un certain ennui, tout ça? Et je pense que tant qu'on s'interroge là-dessus, c'est assez sain de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce qui vous différencie de vos anciens collègues?
que l'imaginaire prenne tant de place dans ma vie. Je me rends compte que la plupart des gens... C'est drôle, hein, parce que quand on est jeune, l'imaginaire est toujours très, très important. Tous les jeunes ont de l'imagination. Tous les enfants, quand ils marchent sur le bord d'un trottoir, imaginent qu'il y a de la lave en bas, ou quand ils traversent un pont, ils croient qu'il y a des requins en dessous du pont. On a grimpé sur des... peut-être moins en Europe, mais ici, on a des très, très hautes montagnes de neige. Et on a tous grimpé en haut de la montagne de neige en croyant que nous étions le roi de la montagne, tout ça. Quand on vieillit, on dirait que il y a comme un effet de peau de chagrin qui s'installe dans cet imaginaire-là, qui se met à rapetisser, parce qu'on nous convainc qu'il faut être raisonnable. Et moi, je me rappelle de m'être fait dire ça à l'école par mon directeur, alors que j'étais sur le point d'aller au cégep, qui est un peu l'équivalent d'ici, je vous dirais, de 16 ans, 17 ans. Et là, je voulais, moi, aller en arts et lettres. Et mon directeur d'école m'a fait réaliser, c'est pas très raisonnable. Tu as des bonnes notes, tu pourrais devenir médecin, tu pourrais devenir... Et j'avoue que sur le coup, j'ai pas été crapaud fou, j'ai suivi le troupeau et je suis rentré en sciences pures et je me suis rendu compte que j'avais pas d'affaires là du tout et j'ai changé. Et on nous dit que justement, écrire des histoires, tout ça, on fait ça quand on est jeune, c'est rigolo, mais à un moment donné, il faut bien vivre. Il faut grandir. Il faut grandir, il faut devenir raisonnable. Heureusement, mes parents m'ont pas trop ennuyé avec ça, ils m'ont laissé faire, ça m'a beaucoup aidé, je crois, alors qu'il y a des jeunes qui ont des parents qui étouffent leurs rêves et tout ça. Et donc, je vis de mon imaginaire et je pense que ça amène beaucoup de liberté, ce qui fait que je suis quelqu'un, en fait, qui n'a aucun plan de carrière. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que je vais être dans 5 ans, dans 4 ans. Et ça, je dis ça à certains de mes amis, parfois, ils sont un peu affolés quand je leur dis ça. Ils ne comprennent pas qu'on puisse vivre sans savoir ce qui va nous arriver dans 4-5 ans. Donc, comme le crapaud fou qui ne suit pas le troupeau, mais où il va, il n'en a peut-être aucune idée. Mais il y va, il suit une pulsion, voilà. Ça vous excite, ça? Oui, je suis pas quelqu'un d'anxieux. C'est peut-être pour ça, en fait. J'imagine que les anxieux ont plus de difficultés à aller un peu à l'aveugle comme ça. Moi, j'ai zéro anxiété. Je suis très conscient que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, mes livres vont... Là, ça va très bien, là. Là, mes livres vendent très bien. Je peux pas me plaindre. 20 livres, des adaptations au cinéma. Oui. Et un succès énorme. Oui. Tant pis pour la modestie, mais oui, ça va très, très, très bien. Je suis un des auteurs au Québec qui vend le plus et je vis très, très, très bien de mes livres. Mais je suis très conscient que tout ça peut être très fragile et que tout ça peut être temporaire. Mais ça m'inquiète pas. Je sais que je vais rebondir. Ça fait juste 7 ans là, que je vis de ma plume. Avant, j'écrivais et j'en vivais pas. J'enseignais, je faisais autre chose. Ça m'angoissait pas. Maintenant, j'en vis, c'est formidable. Dans 5 ans, 10 ans... Où je vais être, je sais pas, mais je sais que je vais rebondir. Je suis pas inquiet de ça, non. Patrick Sénécal, vous avez commencé à vous intéresser de manière très très forte au fantastique et surtout à l'horreur à l'âge de 12 ans. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu des livres de ce genre-là, tout simplement. Je pense que ça part beaucoup de ça. En fait, j'aimais lire, mais je trouvais pas de livres qui me satisfaisaient. Les livres pour jeunes m'ennuyaient. Il faut dire qu'à l'époque, là, on parle de 1977-79, la littérature jeunesse était vraiment pas aussi développée que maintenant, en tout cas pas au Québec. Et je me suis mis à lire des livres pour adultes, et là je vous ferai pas croire que j'ai lu à 12 ans Flaubert ou Hugo et tout ça, c'est pas vrai. Mais je suis tombé par hasard, et je l'ai ici d'ailleurs, quelque part ici. De la bibliothèque est derrière nous, là, contre le mur. C'est ça, faut préciser, on est chez moi. J'ai retrouvé ce livre-là des années plus tard, c'est le premier livre fantastique que j'ai lu, de Genré, qui est un auteur belge, qui s'appelle « Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques de Genré ». Et j'ai lu ça, et c'était vraiment un choc. Je me rappelle la nouvelle La Ruelle ténébreuse et Le Psautier de Mayence, les 2 premières nouvelles qui m'ont terrifié, même si je comprenais pas tout, parce que j'étais jeune, mais ça me terrifiait. L'ambiance me terrifiait, et je me suis dit, je faisais déjà des bandes dessinées pour rire, pour rigoler, et je me suis dit, automatiquement, je veux écrire des histoires comme ça. Je veux faire ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Alors, il est peut-être là, le crapaud fou aussi. Pourquoi cette idée-là parce que aucun de mes amis... Non, j'en avais un autre. Il y avait un autre de mes amis qui aimait écrire des histoires. On écrivait tous les deux. Mais tous mes autres amis jouaient dehors, faisaient d'autres choses, faisaient des choses normales pour des gamins de 12 ans, 11 ans. Et moi, je passais mes après-midi à écrire des histoires. Et cette pulsion-là, il y a des écrivains, parfois, qui se sont mis à écrire, on entend ça souvent en entrevue, pour tromper leur vie un peu malheureuse, leur ennui, leur insatisfaction. Moi, j'avais une enfance tout à fait heureuse, j'avais des très bons parents. Alors, c'était pas une fuite du malheur. Est-ce que c'était une fuite d'une vie que je trouvais déjà un peu trop banale, un peu trop normale, et inconsciemment, j'avais besoin de rendre ça un peu plus rock'n'roll?
Peut-être. Mais à 12-13 ans, c'était vraiment le plaisir de raconter une histoire pour faire peur. Pour faire peur. Il y avait ce plaisir de faire peur, même à 12-13 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous a terrifié dans ce premier roman, vous vous rappelez? C'était des nouvelles, en fait. Et la ruelle ténébreuse, c'était terrible parce que c'était l'histoire de 3 vieilles madames qui vivaient dans une maison, qui venaient d'acheter une maison. Écoutez, ça fait longtemps, là, mais c'est le souvenir que j'en ai. Il y avait un escalier qui montait en haut, et chaque fois que quelqu'un monte en haut de l'escalier, on entendait un hurlement, et la personne ne redescendait jamais. Alors pour un gamin de 12-13 ans, lire une histoire comme ça, c'est épouvantable. Et là, il y a une des vieilles qui monte et elle redescend pas. Alors, on sait jamais, hein. C'est ça qui est brillant. C'est qu'on sait jamais pourquoi ils redescendent pas. Il y a des pistes, là, mais on n'ira jamais en haut pour voir ce qui se passe. Et l'autre nouvelle, l'Obscurité de Mayence, qui m'a fait encore plus peur, c'est un bateau qui arrive dans une espèce, il transporte une marchandise bizarre. Ils savent pas c'est quoi, les marins. C'est un peu de la contrebande. Mais il y a quelque chose dans cette caisse-là qui fait que le bateau change d'univers, dans un univers parallèle. Et là, il flotte sur un océan transparent où on voit des créatures bizarres et inconnues qui flottent sur le bateau. Et là, l'équipage devient fou. L'équipage dit il faut retourner à la Terre, mais il ne retrouve pas la Terre. Alors, vous voyez, encore là, ça me faisait j'ai découvert, en fait, que moins on explique, moins on en montre, plus ça peut être terrifiant. Vous vous rappelez où vous l'avez lu, ce livre? C'était dans votre lit, c'était dans un fauteuil? Je me rappelle la première endroit où je l'ai commencé. Je me rappelle, c'est très drôle que vous me posiez cette question-là. On me demande rarement ces questions-là et pourtant, ça a un impact tout à fait décisif sur pourquoi j'ai écrit après. Je me rappelle que j'étais chez mon ami Daniel, qu'on appelait Moumou affectueusement à l'époque. C'est un surnom pas très rigolo, enfin. Je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça d'ailleurs. Il était pas gros. Enfin, on l'appelait Moumou. Et donc, il est allé dîner, moi je revenais de la bibliothèque, j'avais trouvé ça, je vais frapper à sa porte, il dit j'ai fini mon lunch, il dit attends-moi sur la galerie, il faisait beau, je m'installe sur la galerie, un peu par désœuvrement, j'ouvre le bouquin, je commence à lire, et là je me rappelle, le soleil s'est éteint, j'ai sombré dans le livre, et là j'ai su c'était quoi plonger dans un livre. Là, j'ai su pour la première fois c'était quoi. Et je me rappelle quand Daniel est sorti pour me dire « Bon, on va jouer », alors j'avais plus du tout envie. J'avais juste envie de retourner chez moi et continuer mon livre. J'ai joué quand même, mais je me rappelle que on a rendu ça expéditif et je suis revenu chez moi à la fin de l'après-midi. Je me suis enfermé dans ma chambre et je l'ai continué. Mais la galerie, chez Daniel, en plein soleil, l'été, ça c'est là que j'ai découvert l'horreur. Et ensuite, ça vous a pas lâché, cette envie de raconter des histoires qui terrorisent les gens? Ça m'a pas lâché. Ça s'est modulé avec le temps. Je suis plus convaincu que mes histoires maintenant sont vraiment des histoires d'horreur. J'ai l'impression que je fais plus du roman noir et que l'horreur devient une espèce de moyen de raconter les choses. J'ai certains de mes romans qui sont plus des romans d'horreur. 51-50 rue des Ormes, sans doute. Oniria, c'est clairement un roman d'horreur. Malphas, c'est une série d'horreur humoristique. Mais je pense à mon roman Fin, je pense à Le Vide, même Hell.com, c'est plus des romans noirs avec saveur sociale, mais très, très, très noir, très violent, dans lesquels il y a des romans d'horreur. Et la peur, à ce moment-là, devient plus une peur, c'est pas une peur du monstre, c'est pas une peur de l'extraterrestre ou d'une pieuvre ou un fantôme ou le diable. C'est la peur de nous-mêmes, c'est la peur de ce qu'on peut devenir, de ce qui se camoufle en nous. Et ça, maintenant, à 48 ans, ça me fait beaucoup plus peur que n'importe quel monstre caché dans le placard. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé justement à cette violence intérieure, à cette noirceur? Parce que c'est ce qui caractérise quand même tous vos livres. Oui. Je sais pas. Ça c'est un grand mystère et ma blonde est psychologue et ça fait 20 ans qu'elle se pose la question. Elle a des réponses? Des semblants pas des semblants, des débuts de réponses. Elle, ce qu'elle dit, c'est que manifestement, cette violence-là qu'il y a dans tes romans, cette noirceur-là, en tout cas, elle est en toi. Donc, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle surgisse. Et le moyen que tu as trouvé de la canaliser, ben, c'est une forme de catharsis, en fait, c'est de l'écrire dans tes romans. Donc, selon elle me dit, arrête pas d'écrire. Et donc, je n'ai pas à me sentir coupable. Ça lui ferait peur si tout d'un coup vous arrêtiez d'écrire. Ben écoutez, je crois pas que je serais un psychopathe si j'arrêtais d'écrire. Et puis elle-même a dit, mais non, tu serais pas un psychopathe, tu serais pas un tueur. Mais cette noirceur-là en toi te rendrait beaucoup plus sombre, beaucoup plus dépressif, beaucoup plus pessimiste. Et je suis quelqu'un d'assez pessimiste sur la nature humaine. C'est pas pour rien que j'écris ce genre de roman-là. Mais ça fait, enfin, je reviens juste à ce que vous avez dit avant. C'est un peu Shining, hein?
par rapport au personnage de l'écrivain. Ouais, c'est Oui. ça. Oui, tout à fait. Et je crois que Stephen King lui-même est un peu comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent dans Shining, il devient fou, il veut tuer sa famille, mais là, bon, il est contrôlé par des fantômes en plus. Ça va pas très bien, son truc. Mais je serais je suis assez pessimiste sur la nature humaine, alors d'écrire sur le côté noir de l'être humain fait que dans la vraie vie, ensuite, j'ai envie peut-être d'être heureux. J'ai envie de garder le positif, de regarder le bon côté des choses. L'équilibre que j'ai dans ma vie en ce moment est sans doute beaucoup grâce à l'écriture. Et je pense que la violence... En fait, ce qui me fascine, c'est comment ça se fait qu'en l'an 2016, alors après des milliers d'années de civilisation, d'avancées intellectuelles, tout ça, comment ça se fait qu'on n'est pas encore capable de comprendre la bête qui est en nous? Et souvent, je me dis que parce elle sera toujours là, et de vouloir nier cette bête-là, moi, je pense que c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est l'affronter. Et comment l'affronter et comment la nourrir sans que ça devienne chaotique et tout ça, mais de vouloir... L'angélisme, là, moi, je crois pas à ça. Je veux dire, de dire, mais non, nous sommes tous foncièrement bons. Moi, je crois pas à ça. Mais de savoir que la bête existe en nous et d'essayer de la dompter, je pense que c'est un moyen intéressant. Et moi, ma façon de la dompter, c'est d'écrire. Mais ça veut dire que vous l'avez en vous. Vous la sentez, cette bête. Absolument. Chaque fois. Comment? Chaque fois que j'écris, je la sens, évidemment, mais même avant J'imagine que ce qui m'a poussé à écrire, c'est parce que j'avais cette bête-là en moi. Et ça, c'est l'autre théorie de ma blonde, justement, psychologue. Elle dit... Tu parles de tes peurs dans tes romans. Elle est convaincue que consciemment ou non, tu parles de tes peurs et d'écrire là-dessus, c'est une manière de contrôler, de te donner l'impression de contrôler ces peurs-là. Et je crois qu'on écrit beaucoup pour se donner l'impression du contrôle. Parce qu'on ne contrôle pas tant que ça des choses dans la vie, mais l'écriture donne une apparence de contrôle. Mais oui, je la sens en moi parce que j'ai jamais frappé. Je suis pas quelqu'un qui s'est battu dans sa vie. Je suis pas quelqu'un de violent, mais les pulsions violentes, je suis quelqu'un qui est très colérique. Mais je suis quelqu'un qui se mettait dans des colères terribles, là, pour n'importe quel prétexte, là. Et quand j'ai eu des enfants et ça, il a fallu que je me calme. Puis j'ai jamais frappé mes enfants, j'ai jamais frappé ma blonde, j'ai jamais frappé un de mes amis. Mais j'avais des colères, là. Je criais, puis je pognais les nerfs, comme on dit au Québec, pour rien, là, pour des conneries. Vous quoi? Je pognais les nerfs. Pogner les nerfs au Québec, ça veut dire se mettre dans tous ses états, péter un plomb. Ça, vous dites ça en Europe? Oui. Oui, voilà. Moi, câble, ça dépend. Ah oui, péter un câble aussi, c'est vrai. Là, on dit pogner les nerfs. Alors, je pognais les nerfs. Alors oui, je la sentais, cette bête-là. Et je pense que rapidement, j'ai compris que l'écriture était une façon de l'exprimer, sans doute que je serais quelqu'un de beaucoup plus malheureux si je laissais pas cette bête-là s'exprimer à travers l'écriture. Malheureux ou violent? Malheureux. Honnêtement. Ouais, mais quand je dis violence, ça peut être une violence psychologique aussi. Quand je me mettais dans ces colères-là, ce qui est moins le cas maintenant, je suis très malheureux. Je suis très malheureux ensuite parce que je me dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi t'embêtes ton entourage? Et l'énergie que ça provoque en toi, c'est pas très sain et c'est pas très intéressant. Donc oui, je pense que je serais plus malheureux. Plus violent, peut-être pas violent physiquement, peut-être un peu, mais pas tant. Mais je serais beaucoup plus sombre, beaucoup plus déprimé, beaucoup plus dépressif. Ouais, je pense que je serais plus malheureux. Suicidaire? Je sais pas. Je sais pas parce que même si je suis quelqu'un qui est très très lucide sur que la vie c'est pas drôle tout le temps, que ça va pas très bien dans notre société, qu'il y a beaucoup d'exemples pour montrer que l'avenir est pas très rose. Malgré tout ça, je suis un amoureux de la vie, et d'ailleurs ce qui me fait le plus peur c'est la mort. J'accepte pas encore qu'on va mourir, ça me révolte ça, cette idée-là. Donc je pense il faudrait que je sois très 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 malheureux pour souhaiter la mort, parce qu'en ce moment j'ai soif de vie, même si la vie parfois c'est de la merde, j'en ai soif tout le temps. Donc vous faites mourir des milliers de gens dans vos romans, puis vous en avez la trouille. C'est curieux, hein? Sûrement par défi en fait, parce que j'espère. C'est un doigt d'honneur que je fais à la mort quand je fais ça, je crois. Je dis, tu veux me faire peur, et tu me fais peur, mais quelque part, je vais te défier quand même. Ah ouais, vous vous mettez comme ça en figure de... C'est délicat, hein, quand même. C'est très délicat parce que c'est un combat que je vais perdre. Mais j'ai l'impression que quand tu as peur de la mort, si tu vis moins, ben la mort gagne. Et peut-être que je suis quelqu'un, justement, qui est excessif, qui est un peu...
comme on disait tantôt, mon côté crapaud, c'est-à-dire de vie de mon imaginaire, de pas penser au lendemain, d'être excessif souvent dans mes activités, tout ça, d'être un peu, d'avoir des particularités dans ma façon de vivre des fois. Je pense que c'est une façon justement de me sentir en vie très, 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 très fortement, parce que je sais que la mort va gagner. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I read her Eliot, read her Yeats, I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen Snow White doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Ça va? Vous voulez boire un peu? Ouais. Un verre d'eau, on continue. On continue. Vous êtes un peu un black crapaud. Un black crapaud? J'aime bien. Ouais. Oui, si je suivais moi, on me reconnaîtrait dans les crapauds là, qui traversent la rue, qui est celui qui s'écarterait du groupe, il serait gothique. Ce serait peut-être moi. I sent her every type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines, but she just... Infotrafic RTS. Sur l'axe Lausanne-Genève, un embouteillage s'est formé entre le pont sur la Versoix et l'échangeur du Vengeron en direction de Genève, ceci suite à un accident. Sur l'axe Lucerne-Cassou, un bouchon de 3 km s'étant présent entre Vassennes et le portail nord du tunnel du Saint-Gothard en direction du Tessin, soit une attente d'une demi-heure environ. En sens inverse, un bouchon de 5 km est signalé. C'est aux abords du portail sud donc, en direction de Lucerne. L'attente correspondante est d'1h15. Il est donc conseillé d'emprunter un parcours alternatif par les cols alpins ou par l'autoroute A13. Et puis sur l'axe Genève-Aoste, un temps d'attente d'1h15 est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Crapaud, fou. Patrick Sénécal, il y a ce que vous dites dans vos livres, mais j'imagine que tout cela est nourri d'expériences quotidiennes, de le moment où tout pourrait basculer dans l'horreur et la catastrophe. Ça, vous le vivez régulièrement? Oui, c'est Quoi, par exemple? Les animaux, c'est un très bon exemple. Quand je vois, moi j'ai 2 chats, puis bon, j'en suis plus ou moins attaché, je les aime bien, mais pas plus que ça. Mais oui, j'imagine, la porte patio aussi, la très très grande porte patio ici d'ailleurs, souvent quand je les fais sortir, des fois pour m'amuser, j'imagine que je referme la porte trop vite. Et que ça le coupe en deux. Bon, je me rappelle, mes enfants aussi, j'ai eu des pensées comme ça, mais des pensées qui m'ont horrifié, là, des pensées, quand ils étaient bébés, entre autres, et que j'avais ma petite Romy dans mes mains, ma fille Romy, et que je lui caressais la tête, je dis, mon Dieu, mais c'est tellement fragile, cette tête-là. Et là, je me suis imaginé, mais par erreur, ça serait terrible, je pourrais y écraser la tête, là, dans un geste fou. Et j'ai pas aimé cette image-là du tout, mais oui, elle m'a traversé l'idée, c'est un peu plus fort que nous. En fait, tellement même que j'ai écrit un roman un peu là-dessus, Les 7 jours d'Italion, qui est un père de famille qui se venge de sa fille qui se fait violer et tuer.
C'est parce que j'ai eu cette pensée-là avec ma fille. J'ai fait, mais qu'est-ce que je ferais si on faisait du mal à ma fille? Qu'est-ce que je ferais si je découvrais ma fille morte dans le bois? Surtout quand elle était bébé, on vivait pas à Montréal, on vivait à Mont-Saint-Hilaire, puis il y avait une montagne pas loin avec du bois. Et la pensée m'a traversé. Qu'est-ce que je ferais si un jour j'appelle ma fille, je la trouve pas, je vais au parc et je la découvre morte, là. Elle est morte. Manifestement, elle a été violée. C'est intolérable comme image, mais il a fallu que j'écrive là-dessus. Alors, encore une fois, la peur. Écrire sur une peur. Alors oui, Vous écrivez sur l'horreur que vit le père, mais l'histoire, c'est aussi le père qui se venge sur le meurtrier et qui le torture pendant toute une semaine. Oui. Donc vous allez jusqu'au bout du sentiment de violence qu'on peut ressentir si on vit quelque chose comme ça. Oui, mais contrairement... Et ça se finit pas bien. Non, ça se finit pas bien, mais il y a peut-être une petite note d'espoir parce que finalement... en fait... Oui, je montre qu'il va se venger, tout ça, mais au bout du compte, ce que je montre, c'est que tout ça est inutile, que c'est une vengeance vaine. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans mes romans, que c'est très humain de vouloir se venger, c'est très humain de vouloir faire mal à quelqu'un qui nous a fait mal. Mais je pense que c'est un cercle vicieux dangereux. C'est une façon de nourrir la bête sans cesse, justement. Mais je pense que c'est humain de le faire. Alors, dans le roman, je l'ai montré, on le comprend, le père, de faire ça. Peut-être que je ferais la même chose, mais je serais en mode autodestruction si je faisais ça, je pense. Mais l'être humain n'est pas encore assez sage pour accepter ça. Et là, je parle pas du pardon, hein. Je pense pas qu'il faut pardonner au violeur de son enfant. Ça, il y a des histoires comme ça, là, de gens qui ont pardonné aux assassins de leurs enfants. Moi, je comprends rien là-dedans. Moi, le pardon, non, j'irai pas jusque-là, je crois pas à ça. Mais de se venger, de vouloir faire mal à l'autre, je pense que c'est une satisfaction tellement furtive, tellement qu'elle vaut pas la peine, que la réponse est sans doute ailleurs. Alors oui, je me suis imaginé dans le pire des cas en écrivant cette histoire-là. Donc encore les images, les pires images qui sortent. Parce que oui, la peur que ma fille se fasse violer et agresser, c'est une chose, mais la peur de comment je pourrais réagir, c'en est une autre. Et ça, vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que j'ai des images parfois justement de choses horribles qui arrivent? Je sais que j'ai une très grande violence en moi. Et je sais, et ça ma blonde aussi le sait, que si arrivait un élément déclencheur, comme il arrive parfois à certains de mes personnages dans mes romans, je pourrais sombrer dans quelque chose d'assez noir, d'assez sombre. Si on faisait mal à mes enfants, si on faisait mal à ma blonde, si je pense que je pourrais tomber là-dedans. Mais j'espère que ça m'arrivera jamais parce que je pense pas que c'est une bonne idée d'aller jusque-là. Mais je pense que j'ai le potentiel de faire ça. Ouais. Comment ont réagi vos parents quand vous avez commencé à écrire comme ça ces textes aussi noirs? Ma mère elle vient d'une génération où elle était tellement occupée qu'elle n'avait pas le temps de lire mes histoires. Alors, elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage, elle faisait tout. Puis elle disait je suis content pour toi, mon garçon. Elle trouvait ça bien drôle, mais elle lisait pas ça. Mon père, par contre, lisait mes histoires. Il trouvait ça rigolo, il trouvait ça... ça ne l'inquiétait pas vraiment. Mes parents ont toujours cru que je faisais ça pour m'amuser, que j'en vivrais pas. Comme tous les parents qui pensent que les artistes, c'est les autres, c'est jamais leurs enfants. Ils m'empêchaient pas de le faire, mais ils se disaient, bon, ils s'amusent. Quand j'ai commencé à publier, il était très, 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 très fier. Là, ma mère m'a enfin lu. Et curieusement, ma mère a toujours été très détachée de ce que je lisais. C'est-à-dire que même mes romans les plus violents, alors qu'elle, normalement, si elle lisait ça, elle ferait, oh mon Dieu, c'est épouvantable, enfermer cet auteur-là, il est fou. Comme c'est son fils, elle crée une distance très, très, très nette et elle dit « sacré Patrick, il est rigolo et qu'il a de l'imagination, hein, mon gars? » Elle filtre ça de façon assez admirable. Elle dissocie. Ah, complètement, et c'est peut-être mieux ainsi. Mon père, par contre, lui, il prend ça plus au sérieux et je me rappelle qu'après mon roman « Alice », dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup de sexualité, de drogue, de violence. C'est Alice au Pays des Merveilles, mais version trash. Exactement. Et là, mon père, il est croyant en plus, il est très croyant. Et là, il me dit, il m'a vraiment dit ça, c'est assez que ça s'invente pas. Il a dit, t'as pas peur pour ton âme, Patrick? Et je dis, pour mon âme, papa, t'es pas sérieux, tu me demandes pas ça pour vrai, pour mon âme. Je dis, mais non. Là, il me dit, bon, j'exagère un peu, mais je sentais qu'il y avait une vraie crainte, qu'il y avait une vraie crainte. Maintenant, il a fait beaucoup de progrès là-dessus. Je pense qu'il est moins inquiet, il vit moins dans la peur de Dieu qu'avant. Mais il y avait ce réflexe-là, alors que normalement, les gens ont l'impression que mon père est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus relax, et ma mère beaucoup plus conventionnelle. Là, face à mes livres, au début, c'était vraiment le contraire. Mais maintenant, bon, plus personne s'inquiète pour mon âme, alors ça va mieux. Vous non plus? Tout d'abord, il faudrait que j'y croie. Je suis pas sûr d'y croire. Je suis agnostique, mais agnostique de plus en plus agnostique, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je croyais beaucoup, beaucoup. Je viens d'une famille religieuse. J'ai été à la messe jusqu'à 12-13 ans, même jusqu'à 20-25 ans. Je croyais fortement en Dieu, fortement.
Et là, depuis une quinzaine d'années, je suis de plus en plus dans le doute. De plus en plus, je penche vers l'idée qu'il y a sans doute rien, qu'il y a quelque chose. Bon, ça, le bon Dieu avec la barbe, le paradis, la harpe, l'enfer, ça fait longtemps que je crois plus à ça, là, on s'entend là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, mais j'ai de plus en plus tendance à croire qu'il y a rien, et donc j'ai de plus en plus peur de la mort. Et pourtant, les gens me disent, mais oui, mais Patrick, s'il y a rien, c'est pas effrayant. Tu t'en rendras pas compte. Tu vas pas te réveiller dans le néant en disant « Ah, mon Dieu, il y a rien. Il y a rien. » Alors, tu ne sauras même pas qu'il y a rien. Mais que ça arrête, c'est intolérable pour moi. C'est vraiment intolérable. J'espère que je vais devenir sage en vieillissant parce que si à 70 ans, je pense encore comme ça, à 70 ans, tu sais que la mort approche de plus en plus, je vais devenir fou. Comment est-ce que ça se raconte, la violence? Mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de la raconter, mais il y a beaucoup de mauvaises façons de la raconter. Il y a beaucoup de pièges dans la façon de raconter la violence, parce que ça peut devenir extrêmement complaisant, ça peut devenir trop esthétique, ça peut devenir... Moi, je crois que ça se raconte de façon... Bon, il y a la violence froide, évidemment. On peut décrire une violence froidement, un événement froidement. Mais moi, je trouve que où est-ce qu'elle est la plus efficace, c'est quand elle est vécue émotivement par les personnages. Ça se raconte pas, la violence. Ça se vit. C'est un impact. C'est un coup de poing sur la gueule qui peut prendre un certain nombre de pages, mais qui doit avoir l'effet d'une bombe, qui doit avoir l'effet d'une fulguration et qu'on comprend pas après. On peut pas l'analyser sur le coup. Si on est capable de l'analyser sur le coup, c'est parce qu'on est plus dans l'émotion. Alors, oui, c'est très technique, mais faut pas que ça paraisse. Faut que ça ait l'impression d'une bombe, même si tout ça a été très, très, très travaillé. Vous écoutez du rock en écrivant des scènes de violence? Oui. C'est vrai que quand je suis dans les scènes très violentes, très dures, très noires, je mets de la musique très dure, très violente. Ça peut être du rock, ça peut être de l'industriel. Ça peut être Nine Inch Nails, par exemple, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Ça peut être Ministry. Mais ça peut être aussi des chanteurs qui font pas nécessairement de la musique très rock, mais qui ont des propos très sombres, et la musique est très sombre, comme Nick Cave, par exemple, qui a fait du rock aussi, ceci dit. Il est capable de faire de la musique très, très... qui déménage, mais qui a fait des chansons juste très, très noires dans l'ambiance, dans le propos. Et ça, oui, ça me met dans une ambiance qui m'aide, ouais. Le dernier titre de rock que vous avez écouté en écrivant des scènes sombres et noires, vous vous rappelez? Je pense que c'est Pigface. Pigface, qui est un groupe rock industriel qui est très, très, très éclaté. Ouais, je pense que c'est une tune de Pigface, la dernière que je me rappelle, là, qui était à fond la caisse, là, que c'était presque du heavy metal, en fait. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Je m'en rends pas compte ce que ça provoque en moi. C'est un mood, c'est une ambiance dans laquelle je me mets, et à un moment donné, c'est juste, si on arrête la musique, si quelqu'un pesait sur stop, là, je me rendrais compte de quelque chose. Là, je me rendrais compte qu'il me manque quelque chose. Mais pendant que j'écris, à un moment donné, ça devient comme la tapisserie de mon univers mental. Alors, même si je m'en rends pas compte, je sais que c'est là, et je sais que si c'était pas là, je m'en rendrais compte, surtout. Fuck mainstream, fuck the norm, fuck mainstream. Let's go. Fuck Drag. Fuck Ben Gillette. Fuck Pigface.
者に養められるのは悲しいDocumentaries on refugees, couples cancer target. They throw a rock against the road and it breaks into pieces. Draw the blinds on yesterday and it's all so much scarier. Put a bullet in my brain and it makes all the pain. 新聞は書き立てるぞ Quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais un ami qui avait... son père avait une arme à feu, un pistolet, là. Il m'a emmené dans le bois, puis il a dit « Tu vas tirer un coup dans l'eau, là. Tire dans l'eau, là. » J'ai vu une petite grenouille passer, et j'ai tiré sur la grenouille. Et ça a été terrible, parce que la grenouille, je ne l'ai pas retrouvée. Est-ce qu'elle s'est pulvérisée? Est-ce que je l'ai manquée? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais revue. Mais le bruit que ça a fait, mon bras a reculé, l'extrême sensation de puissance et de pouvoir que tu ressens quand tu tires un coup de fusil, c'est terrifiant. Il y en a toujours un qui s'en va dans une autre direction. C'est peut-être le plus triste ou le plus solitaire. En attendant, si la colonie est décimée, c'est ce crapaud fou qui sauvera son espèce. Il y a des fois, je me sens seul à certains moments un peu. Quand je vais dans certaines fêtes de famille, par exemple. Des fois, je me sens un peu seul. Là, des fois, je me dis, OK, on n'a pas la même vision des choses, parce que c'est quand même des gens de gauche et tout ça. Bon, on s'y est quand même avec des gens qui pensent un peu comme nous, mais leur centre d'intérêt, leur façon de vivre, même s'ils ont des maisons comme moi, tout ça, il y a des petites différences. Mais il faut faire attention à ça, parce que, et ça, ma blonde m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'au début, je lui disais, ces gens-là m'ennuient. Elle me disait, attention, elle dit, ça peut être méprisant ton truc. Elle dit, si t'es un écrivain, t'es un artiste, donc tu devrais t'ouvrir à tout ça. Tu devrais être capable de trouver de l'intérêt. Si les gens aiment leur vie, alors il y a quelque chose d'intéressant à laquelle tu dois être à l'écoute. Et je pense qu'elle a raison. Et depuis ce temps-là, je fais un effort. Et parfois, en parlant avec ces gens-là, des fois, je me rends compte que c'est vrai que c'est intéressant. Sa passion, lui, il est dentiste. Là. Moi, je m'en fous des dentistes. Mais il me parle de son travail des fois, puis il me raconte des anecdotes. Puis je me dis, pourquoi pas? Il a du plaisir autant que moi. Quand peut-être que lui, il se dit, lui, l'écrivain, il passe ses journées à écrire. Ça doit être emmerdant. Alors, ça, j'essaye de... Oui, je pense que tout était... Même quelqu'un qui t'énerve, même si tu es avec quelqu'un que tu dis « Oh mon Dieu, quel con, c'est quoi ce connard de droite ou de ce matérialiste pur ou cette personne fermée sur lui-même ou ce macho fini », d'avoir un échange avec lui, d'avoir une bonne engueulade avec quelqu'un, moi, je trouve qu'il y a... T'es déjà plus seul parce que tu t'engueules. Alors, il se passe quelque chose. Et ça fait du bien, je trouve, de dire à quelqu'un qui est un connard. Je trouve que ça fait toujours du bien de dire à quelqu'un qui est un con. Il y a des façons polies de dire que quelqu'un est un con. Alors, je trouve qu'il y a toujours moyen de profiter de ton environnement. Il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose, tout le temps. Et dans votre imaginaire, dans vos mondes imaginaires, comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes avec vos personnages? Ou au contraire, vous êtes plutôt à distance? Est-ce que vous êtes seul? Comment ça se passe? Je suis quelqu'un d'assez... je suis capable de couper assez rapidement avec mon imaginaire et la réalité. Il y a des écrivains, beaucoup, qui... ça, je me méfie un peu de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de posture là-dedans. Je pense qu'il y en a que c'est vrai, mais je pense qu'il y en a qui se la jouent un peu. Des écrivains qui disent, moi, quand j'écris, je ne sors plus de mon roman pendant des mois. Je vis avec mes personnages, je mange avec eux, ils me suivent toujours. Je suis plus capable de parler à mon environnement parce que je vois mes personnages partout. Oh là là. Ça, je trouve ça un peu... je suis un peu sceptique, honnêtement, là. Il y en a peut-être que c'est vrai, mais c'est limite schizophrène, là. Moi, quand j'ai fini d'écrire, j'ai fini d'écrire.
Quand je sors de mon bureau, ma journée est terminée. J'ai trop besoin de la vraie vie, j'ai trop besoin de mes amis, ma femme, mes enfants, j'ai trop besoin de la réalité pour continuer à vivre dans ma fiction par après. Et le lendemain, quand je rembarque sur mon ordinateur, ben c'est reparti, mais je coupe les ponts assez facilement. Ça veut dire que vos personnages, vous les laissez quelques heures tout seuls de la journée, puis après vous les reprenez, c'est ça? Oui, là on va arrêter, on va prendre une pause. C'est bon, c'est correct. Il y a votre femme qui arrive. Bonjour. C'est pas un direct, c'est un enregistrement. Ça va? Ben non, t'es chez vous, là. Entrez. Ah. Je peux... Mais écoute, on peut aller dans le sous-sol, là. Vous, ça vous dérange pas d'aller dans le sous-sol? Ah non, on bouge. On va aller dans le sous-sol. Voilà. Il me parle beaucoup de vous, hein. Ah, c'est ce que je me fais dire souvent. Le psychologue et tout ça, ben oui. Le like que tu m'amènes, c'est ça. Et on vient. Ouais. 80%. Ouais, c'est 80%. Ok, mais j'ai pas besoin d'entendre le. Je t'en parlerai de 20%. C'est correct, pas Ok, c'est bon. On en fait le Et j'avais juste un truc. Oui. Votre blonde, elle est rousse. Elle est rousse, oui. Ah oui, ben au Québec, on dit ma blonde pour toutes nos copines, nos amoureuses. C'est un terme, ma blonde. On dit ça c'est très, très, très québécois. Peu importe la couleur de leurs cheveux. C'est pas perturbant psychologiquement pour une psychologue d'être blonde et rousse? Et non, elle est tellement habituée. On est venu au monde comme ça. Nous, on s'en rend même plus compte au Québec qu'on dit ma blonde. Il y en a même qui pensent que c'est péjoratif parce que blonde, hein, on associe ça à des filles un peu connes. Mais c'est très, au contraire, c'est très amoureux comme terme. Ma blonde. Même si elle n'avait pas de cheveux, on dirait ma blonde. Alors. Alors on va bouger. Où est-ce que vous m'emmenez là? Alors, je l'amène dans le sous-sol. C'est pas dangereux? Non, tout le monde a peur de mon sous-sol et pourtant, il n'y a pas de raison. Fait qu'on traverse ici. C'est pas Barbe Bleue. Non, c'est pas Barbe Bleue. Il n'y a aucun cadavre dans aucun placard. Voilà. La télé ici, c'est la salle de télévision, c'est... Salle de sport. Salle de sport un peu, oui. Puis, musique avec une batterie. Ouais, je joue un peu de batterie. C'est vous qui jouez? Ouais, mais ça fait des années que j'ai pas touché. Vous aimez taper comme ça? Ouais, faudrait que je m'y remette d'ailleurs, ça me ferait tellement de bien. Donc on parlait... Oui, c'était juste cette idée au fond que vos personnages, vous les mettez à la cave aussi de temps en temps, c'est ça? Oui, moi j'ai pas de problème à laisser mes personnages. De toute façon, moi, l'image de l'écrivain qui dit mes personnages vivent en dehors de moi, j'écoute mes personnages parler, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, mes personnages, je les invente, ils existent grâce à moi, et quand mon roman sera terminé, ils n'existeront plus. Moi, je suis vraiment comme ça, je suis très terre à terre dans cette vision. Démiurge. Oui, absolument. Et je revendique ça, je revendique le pouvoir que j'ai. En fait, c'est ce qui m'excite d'écrire des histoires, c'est que j'invente des personnages et j'en fais ce que je veux. Je suis le créateur et j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Vous voulez vous asseoir un peu plus confortablement? Comme ça. Ouais, c'est mieux, hein, non? Ouais, c'est mieux. Vous, ça va? Ouais, toujours. Moi, je suis bionique, vous savez. Ah en ouais, fait, c'est je suis vrai? pas. Ouais. Bionique. En fait, je suis pas un vrai homme. Je suis une sorte de mutant avec un bras droit très long. C'est un peu inquiétant. Mais intéressant, je vais noter ça. Un de mes prochains personnages. Ouais. Est-ce que vous vous sentez parfois seul avec vos fantasmes? Parfois. Oui, ça arrive. Des fois, mes amis me disent, quand je parle de ma vision de l'avenir, ou ma vision de l'amour, ou ma vision de l'humain, qui est souvent assez noir, assez pessimiste. Il y a des gens qui me disent parfois, mais c'est terrible ce que tu penses. Pourquoi tu penses comme ça? Tu dois être malheureux de penser comme ça, de ne pas avoir d'espoir comme ça. Le fait de penser comme ça me pousse justement à vivre parce que, c'est comme je me disais, malgré tout ça, la vie va triompher. Malgré tout ça, le plaisir va triompher. Malgré tout ça, je vais être heureux. Alors c'est curieux, hein? On dirait que de penser comme ça m'empêche de tomber dans un confort stupide. Cette solitude-là, parfois, donc, cette impression-là d'être tout seul à penser comme ça, finalement, pour moi, c'est un très, très fort stimulant. C'est ce que je me rends compte.
j'aime les hamburgers gras et tout ça. J'ai pas de frites. Les frites, ah oui, j'adore les frites, mais j'en mange plus beaucoup parce que c'est terrible, les frites. Je suis pas un gars qui a de la classe beaucoup. Hein. Moi, j'aime les choses très, très basiques. Alors, oui, le junk food, une taverne un peu crade. Ouais, j'aime ça, ouais. Et c'est donc ce crapaud fou qui seul peut sauver l'espèce des crapauds. Ouf, ça c'est une grande question parce que je sais que les artistes qui changent les vies, c'est un beau fantasme. Hein? On aimerait bien les écrivains, les artistes, les créateurs croire qu'on rend les gens meilleurs, qu'on peut changer les choses. Alors, encore là, avec le pessimisme dont je fais preuve tout le temps, je suis un peu prudent avec ça. J'ai l'impression que l'art change pas grand-chose. J'ai l'impression que l'art convainc les convaincus, souvent. Ceci dit, il y a des exceptions. Ceci dit, il est arrivé des trucs quand même. On sait là qu'il y a parfois des pièces de théâtre ou des livres qui ont ébranlé des convictions politiques et tout ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont déjà venus me voir, des lecteurs qui viennent me voir après des conférences ou dans les salons du livre et qui me disent « Votre livre a changé ma vie. » Ils m'expliquent pourquoi, là. Alors, évidemment que je peux pas négliger ça. Je peux pas dire « Mais non, t'exagères, c'est n'importe quoi. » Je suis toujours très ému de ça, très touché. Alors, j'imagine que finalement, on peut avoir de temps en temps un impact sur quelqu'un qui, à ce moment-là, dans sa vie, avait besoin de tel truc. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être. Je sais pas. Même si j'écris de l'horreur ou de la violence, parfois, ça peut avoir un impact étonnant sur les gens. Des fois, c'est... Lequel, par exemple? Ben, le Vide, qui est un roman très, très noir, très déprimant, sûrement mon plus pessimiste. Il y a des gens qui m'ont dit, mais faut pas lire ça quand t'es en maudit, quand t'es en colère, faut pas lire ça quand t'es en dépression, sinon la personne va se suicider. Et curieusement, j'ai au moins 4-5 personnes qui sont venues me voir directement pour me dire... J'étais déprimé, j'étais en colère contre l'humanité, j'étais furieux, j'étais en guerre là, contre l'humanité, et votre roman m'a tellement fait du bien. Ben, je dis pourquoi, c'est quand même curieux, là. C'est un roman au contraire qui vient dire que la vie vaut pas la peine. Bon, ça dit pas tout à fait ça, mais bon, enfin, c'est quand même très pessimiste. Et on dit oui, mais justement, la colère que j'ai sentie dans votre roman, c'est la mienne. Et je me suis dit, je suis pas seul. Je suis pas tout seul à avoir cette colère-là, puis de trouver que la société est mal foutue et tout ça. Et de savoir que je suis pas seul, ben, ça donne de l'espoir. Alors, j'accepte maintenant de dire, peut-être que le crapaud fou, moi, comme crapaud fou, je sauverai peut-être pas l'espèce, mais je peux peut-être aider certains crapauds à pas se faire écraser. Pas tout de suite, en tout cas. Peut-être quelques-uns. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Peut-être un peu plus tard, parce qu'on va tous se faire écraser de toute façon. Faut bien l'admettre. Un peu de bruine qui me dégouline, un peu de vanité. J'ai peur et je frime dans ce drôle de dream, ça me scie. Les paroles en l'air, ça me sidère, ça me scie. Les paroles en mer font des croisières, ça me scie, ça me scie, ça me scie, ça me noue. Ça me scie, ça me scie, ça me noue. Les hivers qui glissent sur des esquisses, c'est beau à tomber. Une mandarine pour un ice cream, c'est parfait. Les locomotives me démotivent, ça me scie.
cœur qui passe à l'as. La victoire de Samothrace, Piaf. Ça me signe, ça me signe, ça me noue. Ça me signe, ça me signe, ça me noue. Crapaud fou, proposé par Cyril Desprats, réalisation Didier Rossa, assistante de production Chloé Gagliardini, programmation musicale Nathalie Schauenberg, site internet Dany Sulam et Andréane Cartier-Latente. Dès le départ, le crapaud fou est fou. Mais moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir un crapaud qui, depuis plusieurs années, à chaque saison des amours, suit le troupeau, voit ses amis se faire frapper, se faire écraser. Demain, rendez-vous à Lausanne avec Henri Meyer, peintre, sculpteur, pataphysicien et crapaud fou. Vous écoutez la première, il est 36h610.